Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast afin d'évoquer un film qui fut longtemps une arlésienne parce que ça fait des années qu'on l'attend, le nouveau Gareth Evans qui après sa période de série télé Gangs of London revient au cinéma mais sur Netflix avec Havoc ou en version française Ravage qui est un film d'action pur et dur, sans surprise, peut-être dans la droite lignée de The Raid 1 et 2 que j'avais beaucoup apprécié, surtout le 2 d'ailleurs. Entre-temps, il a fait Le Bon Apôtre, également sur Netflix, qui est très intéressant. Et là, je me suis intéressé à ce travail parce que ce metteur en scène gallois a su me convaincre au préalable. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Tom Hardy, loin de ces pitreries de Venom, quoique, j'avoue, j'en sais trop rien, je n'ai vu que le premier, ça m'a suffi. À ses côtés, nous retrouvons Jessie Maylie, qui va être sa partenaire policière, Forest Whitaker, qui interprète une sorte de mafieux local qui veut être maire ou qui l'est, on sait pas trop, enfin bon bref, un grand Manitou de la ville, quoi, tandis que le méchant flic, un petit peu plus corrompu encore que notre héros, on va y revenir, et joué par Timothy Olyphant, et oui, l'un des tueurs, dans une des... oui, allez, je vous spoil Scream 2, c'est lui le tueur, voilà. Et on retrouvera, si on le reconnaît vite fait quand même, Louis Guzman, qui apparaît vite fait, prestation également de Justin Cornwell, qui interprète le fils de Forest Whitaker, et qui va être un petit peu au centre d'une intrigue qui, sur le papier, est simpliste, hein, évidemment. On ne s'attend pas à plus que cela, pour un métrage où ça va bastonner, canarder et être très très dur et violent. Oh oui. Alors pour cette nouvelle production qui s'est déroulée sur plusieurs années avec même quelques reshoots, Gareth Evans retrouve son équipe, notamment Jude Poyer qui est le stunt coordinator, enfin bref, il s'occupe des cascades quoi. Celui-là même qui avait aidé Xavier Jeance sur son Farang. Il y a Matt Flannery à la cinématographie, donc chef-op, et la musique composée par l'Indonésien Arya Prayogi. Avec certains moments un peu mémorables hein, quand même, notamment quand on découvre des corps, là, il y a des petits trucs avec des instruments avant, là, qui montrent bien l'anarchie, le chaos global de toute façon, d'un film qui va vous mettre plein de choses dans la figure. Et sur ce point précis, je pense que vous en aurez pour votre argent, enfin pour votre abonnement Netflix. On est dans une ambiance particulière quand même. Oui, c'est dans la droite lignée de The Raid 1, surtout 2, mais avec ce côté très hard-boiled, très néo-noir, donc dans l'influence même de films tels que alors, The Batman récemment, parce que c'est vrai qu'on est dans une sorte de Gotham City post-moderne, donc on le ressent, c'est une ville anonyme des États-Unis. Si vous faites une petite pause sur la poursuite du début, vous voyez quelques panneaux qui imaginerait que ça se situe près de San Francisco, mais bon, c'est pas vraiment non plus l'architecture, donc on ne sait pas, hein, c'est un mélange de pas mal de cités états-uniennes. Et évidemment, vous allez penser à beaucoup d'œuvres de John Woo, notamment à Toute épreuve, Hard Boiled, on y est en plein dedans, City on Fire peut-être de Ringo Lam, et plus si affinité, je rajouterai même une tension, une ambiance, même si sur le plan psychologique c'est très différent, à la Only God Forgives de Nicholas Winding Refn, enfin surtout dans la texture, un petit peu néon, etc. Vous mélangez ceci avec des influences jeux vidéo, hein, on va penser à Max Payne pour l'intrigue principale, puisque nous allons suivre quelqu'un qui va essayer, sur la thématique de la famille, de trouver une porte de sortie. En l'occurrence, Tom Hardy donc, interprète un flic qui a trempé clairement dans des magouilles, ça se sent dès le début, avec sa voix off, qui est une petite introspection, le seul moment très psychologique du film, peut-être un petit peu frontal quand même, où on comprend qu'il a aidé donc, ce grand Manitou local joué par Forest Whitaker, et que derrière, il a dû faire des choix, quitte à peut-être perdre son âme et sa famille. En effet, il vit sans sa femme et sa fille, et à la veille de Noël, il cherche un cadeau, mais un cadeau très miteux dans un endroit très mal famé, et derrière, il va être rappelé à sa réalité, c'est-à-dire que les services qu'il a dû rendre, en gros, il va continuer à devoir sauver la mise de ce personnage de Forest Whitaker, en évitant au fiston de ce dernier une vengeance d'une triade locale, probablement hongkongaise d'ailleurs, parce qu'il parle cantonais,
et qui fait qu'il va y avoir une guerre des gangs. Voilà. Pour faire simple, hein. Il va être au milieu à essayer de sauver sa peau, de sauver la peau de ce fils, lui-même qui est père de famille et qui pense à sa fille. Et il y a une autre histoire de mère de famille, donc de ce gang triade qui veut venger la mort de son fils. Donc vous l'avez compris, hein, Gareth Evans, qui est au scénario, hein, comme souvent, comme toujours, je crois, à peu près, eh bien, il est obsédé par ces idées-là de filiation et de drame, de tragédie et de choix à faire. On le sentait dans The Raid, hein, il y avait une histoire de frère et tout. Le bon apôtre, je crois qu'il voulait sauver sa fille, le personnage principal, bon bref, hein, on reste dans ce délire. Et derrière, ça va se dérouler sur à peine 2 jours, enfin même 24 heures, enfin plus ou moins, une unité de temps assez resserrée. Et une sorte de huis clos, hein, mental et physique, parce qu'on va jamais vraiment quitter cette ville et ses alentours. Et ça ne s'arrête quasi jamais dans ce côté poisseux. Évidemment, il y a des gros combats. Jude Poyer, il n'est pas là par hasard. Il y a des bastos qui partent aussi, quelques mitraillages, et même une poursuite en voiture au début, là, qui est un petit peu en mode GTA du pauvre cinématique CGI. Ah, tiens, j'ai mis le doigt sur un truc qui est peut-être le défaut d'un métrage qui, on le sent, a été retouché et qui est peut-être moins organique, hein, vraiment, que les œuvres précédentes que j'ai vues de Gareth Evans. Parce que oui, ça a été clairement revamped, comme on dit, retravaillé, et les effets numériques, vous les sentez. Alors, je parle de cette poursuite au début, qui est sympatoche en soi, hein, c'est rythmé, avec ces masques qui appellent, on va dire, l'ambiance néon du film par la suite, mais on voit bien que c'est un petit peu tricoté par ordinateur, tout cela. Et même certaines bastons par la suite, aussi bien montées soient-elles, parce que évidemment, Gareth Evans, Jude Poyer, tout ça, ça bosse en coordination, on n'est pas déçu. Bah, je trouve que c'est un poil poussé aussi sur le retravail derrière, un petit peu. On sent moins le côté vraiment ultimement humain et frappe dans ta gueule que peut-être sur ses précédents travaux. Mais bon, ça c'est mon avis, c'est mon ressenti. C'est peut-être le filtre Netflix qui fait que ce que cela, et je parle comme François Bayrou. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je le garde. Tiens, podcast impro, comme les impros cinécritiques, on s'amuse, on délire un petit peu, c'est l'essentiel. Mais on parle cinéma ici. Et du cinéma, il y en a. Sauf que je suis un peu frustré. Quand bien même je n'attendais pas ultimement le film, j'avais en tête donc le travail très frontal et ultra sincère de Gareth Evans sur les précédents opus qu'il avait donc mis en scène. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas là, on sent qu'il y a vraiment le travail aussi, l'envie de bien faire, mais tu sens que c'est un poil surréférencé, un poil donc esthétisé à l'extrême, parfois too much, pour que ce soit vraiment, vraiment marquant, et ça manque un poil de character development, voilà, l'approfondissement psychologique, à part sur le personnage principal, où l'équilibre est juste parfait. Il y a ce début, on le voit en surcadrage, seul, chez lui, enfin, ou dans sa planque, on sait pas trop, on voit le côté misérable de son existence, maintenant, c'est quasi une introduction western qui annoncerait presque une œuvre à la Peckinpah, je ne sais pas, le côté délavé urbain qui pourrait aussi découler des influences William Friedkiniennes, hein, parce qu'il y a du Friedkin dans le film, sur certains points. Alors, c'est pas à Los Angeles, mais il y a du Friedkin. J'ai envie de ressentir cela aussi sur ce cinéma américain qui est convoqué. Il y a une tension qui fait que derrière, on n'a pas besoin d'en dire plus. Quelques petites photos, là, au moment où il ouvre une armoire, qui suffisent. Bon, après, ouais, il y a l'appel à la fille à la base, mais plutôt à son ex-femme, le jouet qu'on va chercher, mais derrière, après, on évacue. Et c'est pas plus mal. Finalement, la scène où il va chercher un cadeau, elle est presque de trop, j'ai envie de dire. Et après, tout ce qu'il y a autour, c'est de l'archétype. Et c'est pas dérangeant en soi dans un film comme ça. Mais pour faire vivre les tensions, les relations, c'est un petit peu léger. Tant et si bien que oui, Forest Whitaker, le grand Manitou local, son fils, la chef du gang triade, qui est pas commode, mais bon, bah, elle vient de perdre son fils. Il y a encore une histoire de père et fille avec Wiz Guzman, là, et l'actrice Quellin Sepulveda. Il y a plein, voilà, c'est très multiculturel, il y a plein de trucs, mais bon, c'est balancer ça au milieu, vous faites ce que vous voulez. C'est l'Amérique, quoi, hein. Oui, ça c'est sûr, hein. Vous avez des gens d'origines différentes qui essayent de vivre leur existence, qui n'ont pas eu le rêve américain peut-être souhaité, et qui l'ont retourné à leur manière. Bon, c'est un film de gangster, quoi. Et après, bah, ça déroule.
Cependant, évidemment, on a des moments iconiques. Cette scène de boîte de nuit, quand bien même j'ai certaines, on va dire, réticences sur les retouches. Je pense que le côté néon surexposé fait que à un moment, l'aspect quasi numérique est évident, mais c'est dynamique. On voit que c'est quand même découpé beaucoup mieux que pas mal de scènes d'action, évidemment, qu'on peut voir dans certains films blockbusters de ces dernières années. Mais c'est pour ça que Jude Poyer, il fait un super boulot, et Gareth Evans, il sait mettre en scène cela. Alors ça atteint pas les sommets de The Raid 1 et 2, ça c'est sûr, mais au moins, il y a du mouvement, et il y a des enjeux aussi qui se mettent en place. On voit un petit peu l'interaction de tous ces personnages qui se retrouvent balancés là dans la fosse au lion, et ça marche. Alors, on va penser à John Wick, hein, évidemment. Je sais plus lequel, où il y a une baston. Je sais pas si c'est pas le 3. Bon, bref, vous me corrigerez en commentaire si besoin. Et après, il y a un moment dans une sorte de cabane entrepôt, là, à la périphérie de la ville, qui visiblement est inspiré d'un des épisodes de Gangs of London, que je n'ai pas vu, parce que j'ai pas vu la série. Mais ça me donne peut-être envie de découvrir un jour cet aspect sériel, même si vous savez peut-être que moi, et ces séries, c'est pas évident, j'ai du mal à m'intéresser, on va dire, aux nouveautés sur ce format-là, parce que on ne sait jamais quand ça va se terminer, c'est chronophage, je vois déjà trop le film, donc bref. Donc oui, il y a des trucs intéressants, le climax final qui résout des choses, c'est vrai qu'on revient à une forme de western, mais plus urbain sur la fin, on peut penser un petit peu à Heat de Michael Mann aussi sur certains points, je pense qu'il y a ses influences, hein. Je parlais de Friedkin, Michael Mann, ça c'est le côté américain, John Woo c'est évident, d'ailleurs il y a des clins d'œil directs à toute épreuve, Hard Boiled, et peut-être le cinéma un peu plus underground aussi de Hong Kong. Alors, je parlais de Ringo Lam parce que j'ai en tête City on Fire, oui, mais peut-être d'autres. Vous pourrez éventuellement compléter cela également en commentant ce petit podcast. Bref, Havoc ou en version française. Alors, je sais pas, le titre français, oui, Ravage, oui, il ravage, hein, c'est le chaos, c'est tout ce que vous voulez. Je l'aurais appelé Chaos, moi, le film, si on avait eu envie de trouver un vrai titre français intéressant, parce que Ravage, bon, ouais, c'est pas Barjavel non plus, hein. Oui, c'est quelque chose d'assez étonnant, hein, parce que il y a une forme de réalisme et tout, donc concrètement pour imaginer que ça puisse être le cas poussé à l'extrême, tiens, on peut parler de concrètement, pourquoi pas aussi Concrete, on va aussi évoquer le cinéma de S. Craig Zahler, Drag the Cross Concrete, peut-être qu'il y a aussi ce style-là qui a influencé Gareth Evans pour ce projet, mais ouais, c'est quelque part presque une forme de dystopie réelle qui fait que, après, peu importe si on expose ou non plus la psychologie des personnages et tout, on est dans ce champ d'action en spirale descendante vers, de toute façon, une conclusion où ça ne sera pas joyeux. Et personne n'en ressortira vraiment au top de sa forme, hein, rédemption ou non, conclusion et réconciliation ou pas. À la rigueur, on le sait, hein, la jeune flic, peut-être elle va apprendre beaucoup de cette situation, mais le reste, hein, chacun avec ses démons, hein, avec la perte de sa propre âme. Bref, tout est annoncé plus ou moins au début. Mais intéressant, sauf que pas abouti, probablement parce que trop de choses, et le cul entre deux chaises, entre le côté série B qui va dans l'actionneur pur, et la tentative d'esthétiser cela en approfondissant les choses, mais pas assez, ou trop, vous voyez, on est un petit peu dans ce domaine-là, ce qui fait que c'est probablement le moins bon Gareth Evans que j'ai vu, mais c'est un bon défouloir, et on va dire, peut-être dans le top tiers des films Netflix, en même temps j'en vois pas beaucoup, parce que justement, je commence à les éviter, mais celui-ci, je l'ai quand même visionné. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre, comment vous la situez dans le cinéma de Gareth Evans, a-t-il bien digéré ses influences, vous a-t-il tout simplement convaincu? Lâchez-vous en commentaire, et je vous dis à la prochaine, ciao!